Aujourd'hui, chose promise, chose due, je vous avais expliqué que je reviendrai sur certains des commentaires que vous laisseriez sous la conférence d'1 h 47 consacrée aux 6 premiers métasystèmes de Spiral Dynamics, 6 premiers métasystèmes qu'on appelle le first tier en anglais, c'est-à-dire le premier palier. Je vous avais dit que ça serait l'occasion de faire une FAQ pour être dans une forme d'interactivité pédagogique par rapport à vos questions sur la vidéo et vos questions sur le modèle, et que ce serait sans doute l'occasion aussi de faire un ou plusieurs erratums historiques, parce que ma culture générale a de grosses limites et de grosses lacunes, et j'ai réfléchi en regardant un petit peu les commentaires qui étaient déjà proposés au bout de à peine une semaine, hein. Là, à l'heure où je tourne cette vidéo, ça fait une semaine seulement que la conférence est sortie. J'ai décidé que c'était plus simple de scinder tout ça en séparant la partie FAQ sur le modèle Spiral Dynamics et la partie remarques historiques. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser aux précisions que vous m'avez apportées sur mes affirmations historiques, sur les exemples historiques que j'ai choisis au fil de la conférence. On commence d'abord avec le commentaire de Thomas qui porte sur la descendance de Gengis Khan, puisque j'ai expliqué qu'il y avait 16 millions de personnes au bas mot qui descendaient de Gengis Khan. Et donc Thomas, que je salue au passage parce que c'est un habitué de la chaîne et qu'il fut mon seul et unique mécène quand j'avais un Patreon, donc salut à toi, merci à toi. Donc il nous dit sur ce sujet, pour Gengis Khan, d'une part ça n'a rien à voir avec son statut de chef de guerre, et d'autre part ça me semble en dessous de la vérité, 16 millions, mais je peux me tromper. Je te conseille la vidéo de Dirty Biology sur le sujet, une vidéo intitulée « Vous êtes de sang royal », c'est l'épisode 42 de Dirty Biology. Du coup, je ne pense pas que ce soit pertinent pour illustrer Rouge, puisque tous les Monguis de l'époque qui ont des descendants en ont autant que l'ami Gengis. Ça reste bien sûr un commentaire à la marge qui n'en remet pas du tout le propos général en cause. Alors effectivement, il a raison de m'avoir orienté sur la vidéo de Dirty Biology, que je vais résumer en une phrase, mais que je vous invite à aller voir si c'est pas déjà fait, vu la notoriété de Dirty Biology. Il est tout à fait possible que vous l'ayez déjà vu. Pour faire simple, on a l'habitude de représenter notre généalogie sous forme d'un arbre, mais au-delà d'un certain nombre de générations, il n'est plus très pertinent de la représenter sous forme arborescente, mais en fait c'est plutôt une espèce de filet avec des interconnexions. Et de ce fait, il semblerait que quasiment tous les Français contemporains aient par exemple, quelque part dans leur tissu généalogique, Charlemagne. On descendrait tous plus ou moins de Charlemagne, et de cette même manière, c'est pas forcément étonnant qu'il y ait à ce point-là autant de gens qui dépendent de Gengis, et si 16 millions de personnes descendent de Gengis, ils descendent probablement aussi des autres 1. Voilà, je vous fais le truc un peu rapidement, mais c'était sans doute une erreur de ma part et c'était pas pertinent. Donc merci à Thomas de m'avoir corrigé sur ce point, et de nous renvoyer à la vidéo de Dirty Biology. Toujours au sujet de Gengis Khan et de la société mongole, on enchaîne avec le commentaire de Vie Arcalepsy, qui nous dit « L'image d'un Gengis Khan rouge flamboyant, à la manière d'un barbare sanguinaire stéréotypé, est très surfaite en réalité. Le métasystème violet, à travers le tangrisme, avait pour les tribus mongoles au moins autant d'importance que la tradition guerrière rouge. Gengis Khan réussit à unifier les Mongols en se montrant légitime à leurs yeux sur les deux tableaux, chef militaire plus élu du ciel. Une double légitimité qui lui permit d'asseoir immédiatement son autorité en rédigeant le code des lois de l'Empire mongol, le Yazak, métasystème bleu, petit smalet qui tire la langue. Alors effectivement, je ne connaissais pas l'existence de ce code de loi intitulé le Yazak, que je prononce sans doute très mal, et il y a une petite page Wikipédia consacrée à ce code. Effectivement, c'est très bleu, et on retrouve le fait de réprimer ta pulsionalité, puisqu'on y trouve par exemple l'interdiction du trafic de femmes, la peine de mort pour adultère, la peine de mort pour viol, la peine de mort pour enlèvement d'épouse, l'autorisation encadrée de la polygamie, la peine de mort pour homosexualité. On trouve effectivement un code de loi qui a l'air assez répressif et qui sert à canaliser la pulsionalité des uns et des autres. Donc merci pour ce commentaire très pertinent. Petite remarque, et je vais y venir je pense quand on reparlera de Attila, lorsque il me dit que il ou elle d'ailleurs, Via Calepsy nous dit que il y avait du violet dans le tangrisme, et que c'est pas incompatible avec rouge, il a tout à fait raison. Peut-être que j'ai induit une partie d'entre vous en erreur, en expliquant que rouge
rejetait l'immobilisme violet et donc se posait en rébellion avec les traditions violettes, avec la superstition violette. C'est une des nuances du modèle de Spiral Dynamics, c'est que les métasystèmes vont, lorsqu'ils s'enchaînent, entrer en opposition, mais en fait, comme il y a cette métaphore de l'oignon et qu'on garde avec nous chacun des métasystèmes précédents, qui vont être plus ou moins développés, donc plus ou moins actifs, en particulier selon les conditions de vie, c'est-à-dire que si je vous prends, je nous prends, enfin moi et 10 d'entre vous au hasard, qui sommes a priori des occidentaux, et qu'on nous dépose dans la jungle, on va vite faire appel à notre beige, tu vois, c'est, voilà, même si c'est pas du tout notre métasystème dominant. Donc effectivement, il y a une ambiguïté dans le modèle, et j'en reparlerai au sujet de la question de la réfutabilité, puisqu'on m'a posé la question de la réfutabilité de Spiral Dynamics. Je vous fais un petit divulgachage en avance. Je ne pense pas que Spiral Dynamics soit réfutable, parce que je pense qu'il est trop complexe et trop subtil. Donc en fait, il a les défauts de ses qualités. Comme tantôt les métasystèmes sont en opposition et tantôt ils sont en convergence et en harmonie, ça donne des choses qui sont très diverses et variées. Donc, autant rouge va s'opposer aux superstitions, à l'inertie, etc., rouge va finalement rejeter l'autorité des patriarches ou des matriarches qui sont les garantes chamaniques, par exemple, des superstitions du groupe, mais ça ne veut pas dire que rouge va totalement vivre sans violet. Quand on présente les métasystèmes, on tend à les présenter comme un catalogue de systèmes de valeurs, donc chaque page du catalogue représenterait une couleur, mais en fait, toutes les étapes sont plus ou moins connectées, avec ses ambivalences et avec ses synergies. On va prendre un exemple, c'est la société viking, et je vous donne mes sources, je me fie à la vidéo que j'aime beaucoup de la série On va faire court, qui est sur la chaîne de Fabien Campaner, je crois, je ne veux pas écorcher son nom de famille. Donc dans la série On va faire court, il y a un épisode sur les Vikings qui explique que, certes, ils ont eu un rayonnement militaire et commercial très grand, puisqu'ils ont été jusqu'au fond de la Méditerranée, et leurs bateaux à fond plat leur permettaient de remonter les fleuves jusque dans des zones continentales, et donc de faire des raids surprises là où personne ne les attendait, etc. Mais en même temps, c'était pas des foudres de guerre, c'était pas une armée super puissante, et en fait, c'est parce qu'ils n'étaient pas des super bons combattants qu'ils avaient tendance à privilégier la stratégie, donc des frappes de nuit, ou des attaques, des raids sur des abbayes avec des moines qui ne savent pas se défendre, etc. Mais que, une fois leurs raids et leurs rapines terminés, quand ils rentraient chez eux, ils étaient organisés en petits clans familiaux, et chaque patriarche gérait son petit lopin de terre, cultivait sa terre, etc. Tout en rendant évidemment les différents cultes animistes qui sont en bonne et due forme dans ce genre de contexte. Donc, très clairement, quand j'ai revu la vidéo dont on va faire court sur les Vikings, je me suis dit, ah oui, mais tu vois très bien l'articulation entre violet et rouge, un rouge expansionniste qui peut être lié tout simplement à des moments de pénurie, des mauvaises récoltes, etc., et puis, lorsqu'il n'y a pas ces raids et il n'y a pas cette activation de la domination rouge et de l'expansionnisme rouge, une stabilité violette avec des systèmes très claniques qui fonctionnent les uns avec les autres. Je l'ai dit, tu vois la même chose quand tu remontes à l'origine de la Rome antique, aux 5 tribus / clans qui allaient devenir la monarchie romaine. Tu peux avoir rouge et violet qui cohabitent. Ce qui est important de comprendre, c'est que pour que rouge devienne le métasystème dominant, ça implique à un moment de rejeter certains éléments du corpus violet. Enfin, le mot corpus c'est peut-être pas très adapté parce qu'il n'y a pas de texte écrit en violet en général. Il faut que rouge se libère des chaînes et de l'immobilisme de violet. Mais ça ne veut pas dire que toute forme de tribalisme, par exemple, avec des règles de parentalité compliquées, va disparaître à partir de rouge. Tu peux très bien avoir une coexistence de l'expansionnisme rouge et des règles très précises sur l'endogamie et l'exogamie, qui sont le fétiche des anthropologues classiques, qui étudient énormément les règles de parenté dans les différentes sociétés qu'ils allaient explorer. Donc tu peux avoir rouge et violet qui coexistent.
Donc voilà, toutes mes excuses, je vous présente mes excuses si je vous ai induit en erreur à ce sujet. Et merci à Arcalepsy pour son commentaire sur le Yazak qui effectivement ressemble à un code bleu sans la moindre ambiguïté. On enchaîne avec le commentaire de Aurélien qui nous parle lui aussi de la société unique, avec un H au début et 2 N au milieu. J'adore l'anthropologie des sociétés de Spiral Dynamics, mais juste j'ai failli m'étrangler sur la civilisation unique, civilisation entre guillemets parce que c'est moi qui ai dit peut-on vraiment parler de civilisation? Alors oui, au sens historique c'est une civilisation, mais les Romains les ont fait passer pour des sauvages, entre guillemets sauvages, et on a gardé cette vision sur les nomades. Ce sont les sociétés sédentaires. La civilisation unique est très développée, élevage, artisanat, œuvres d'art, tombes grandioses, etc. Mais les peuples uniques qui déboulent en Europe, le plus probablement à cause d'un refroidissement climatique général qui a mis en compétition beaucoup de peuples nomades, provoquant un jeu de dominos et de migration prédatrice. Bon, il n'a pas fini sa phrase du coup. Ce qui n'empêche pas cet empire migrateur d'être foutrement rouge, mais du coup, c'est comme si on pensait qu'il n'y a pas de civilisation espagnole en ne regardant que les conquistadors qui trucident à tour de bras les Amérindiens, et en déduire que l'Espagne n'est qu'une mafia génocidaire. Alors, c'est la minute démonétisation de la vidéo. Je rappelle que la violence n'est pas l'apanage de rouge. Je l'ai répété, en beige, t'as de la violence pour survivre de façon animale, entre guillemets, de façon purement homéostasique, non conceptuelle, sans idéologie, sans croyance. En violet, tu peux avoir de la violence parce qu'il y a un tabou religieux qui a été violé, et ça peut vraiment être condamné de mort dans les sociétés de chasseurs-cueilleurs. Tu as évidemment de la violence en rouge, mais tu as aussi de la violence en bleu. Et donc je vais prendre l'exemple spécial démonétisation de vidéos pour cette magnifique plateforme qui s'appelle YouTube. Si tu prends le Troisième Reich, je pense que beaucoup d'entre vous peut-être vont soupçonner le Troisième Reich d'être rouge, parce qu'ils ont tué des millions de gens, y compris dans les chambres à gaz, je ne parle pas que des champs de bataille, et de l'expansionnisme. Sauf que, si tu regardes bien, il y avait certes tout un aspect héroïque dans la mythologie. Quand je dis la mythologie, c'est pas religieux, mais dans la mythologie idéologique des nazis. Il y avait beaucoup de rouge. Il y avait une esthétique homo-érotique, notamment avec ses torses puissants, ses pectoraux volumineux du guerrier arien, etc. Mais le Reich de Milan, forcément, c'est un projet bleu, qui n'est pas exempt d'une forme de rouge, et qui n'est pas non plus exempt d'une forme de violet, parce que je le rappelle, la racine de la xénophobie, c'est violet. Donc finalement, quand tu commences à raisonner en termes de race et d'épuration raciale, c'est mine de rien une manifestation de ton violet, même si après ça peut être rationalisé avec des bouts de science orange, etc. On va revenir à l'utilisation un peu anachronique des différents métasystèmes. Pour reprendre, si tu veux, les paroles de Don Beck, au sujet par exemple de l'État islamique, Daesh, etc. On va toujours plus loin dans la démonétisation sur cette vidéo. Beck dit en gros, tu as des sociétés rouges qui ont accès à des armes oranges. Alors évidemment, c'est un petit peu une formulation qui peut vous induire en erreur, parce que, je le rappelle, les métasystèmes sont des prismes de rapport au monde, des prismes de priorité en termes de valeur, des prismes de qu'est-ce que tu valorises. Est-ce que tu valorises l'expression individuelle, ou est-ce que tu valorises la répression de l'individu pour le collectif? Donc en fait, quand on parle de technologie orange, c'est un peu absurde, et ça m'envoie un excellent commentaire d'ailleurs qui a été laissé au sujet de la PNL, puisque je me moquais de un coach anglophone qui s'appelle Léo Goura, qui a une chaîne YouTube qui s'appelle Actualized, et un site qui s'appelle actualized.org, qui dit justement que la PNL serait fait depuis jaune, serait un truc jaune. C'est à lui que je faisais référence, et on m'a posé une question sur ce que je pensais d'Actualized. J'y répondrai dans la FAQ de façon plus large, plus développée. Donc, Léo Goura dit que la PNL c'est jaune, sous prétexte que ça mélange des disciplines. Moi, j'ai dit dans la conférence, c'est orange. Et donc, ce commentaire de Jonathan me faisait remarquer que, en fait, la PNL n'a pas vraiment de couleur en soi parce que c'est un outil, et donc c'est neutre. Alors, il a tout à fait raison. Tu peux utiliser la PNL depuis orange, depuis vert, depuis bleu, depuis jaune.
Donc c'est un peu anachronique quand on dit des sociétés rouges ou même rouge-bleu vont utiliser des technologies oranges. C'est une référence au fait que pour concevoir l'arme atomique, il a fallu passer par le matérialisme orange et sa rationalité. Je reviendrai sans doute là-dessus. Bref, la société nazie, c'était une société hyper hiérarchisée, bureaucratique, avec énormément de lois, etc., avec un horizon temporel de 1000 ans. C'était très clairement bleu, c'était une idéologie bleue, mais qui canalisait le rouge et le violet préexistants. Donc, le fait que les conquistadors aient massacré les Amérindiens, je ne connais pas le détail de l'histoire. Est-ce qu'ils les ont massacrés pour des raisons religieuses, et ça serait l'expression d'un bleu particulièrement intolérant, ou est-ce qu'ils les ont massacrés parce que ils voulaient récupérer leurs femmes et les prendre dans tous les sens par tous les trous, et ça serait plutôt la marque de rouge. Voilà. Donc je vous laisse encore y réfléchir. Je continue le commentaire d'Aurélien. Il y a une permanence très longue des sociétés rouges à travers les sociétés nomades, ça peut paraître annexe, mais pas du tout. Selon Gérard Chaillan, la plus longue opposition, rivalité dans l'histoire des sociétés n'est pas celle des empires terrestres contre les empires maritimes, tellurocratie versus thalassocratie, donc Sparte contre Athènes, Carthage contre Rome, France-Angleterre, USA, URSS, mais l'opposition sédentaire, qui ont beaucoup tendu vers les couleurs froides de sport dynamique, versus nomades, qui ont été dans des couleurs chaudes. Ça me vient comme ça, mais du coup je m'aperçois que ce qu'a fait Gengis Khan, c'est vouloir en finir avec le rouge-violet pur des nomades, en finir avec l'instabilité, les guerres tribales, les vendettas. Pour ce faire, il a unifié les peuples de la steppe dans un empire qui bleutait fortement, abolition de l'individu qui se sacrifie au collectif, volonté de bâtir un empire commun, puis sinisation en Chine, islamisation ailleurs, a créé le plus grand empire que le monde ait connu en ayant perfectionné la prédation de son peuple à un niveau inédit, mais pour se sédentariser et finalement tendre vers un empire plus sédentaire, roman-like, que nomade traditionnel. Cela a marqué la fin définitive de la puissance nomade dans l'histoire de l'humanité, car la Pax Mongolica, après les carnages des conquêtes, a permis, ce qui n'est pas monofactoriel, il faut ajouter la chute de Byzance et les intellectuels débarquant en Italie avec ses livres de l'Antiquité, la réouverture des routes de la soie, la diffusion des connaissances. Donc je reformule sur les parenthèses, la Pax Romana a permis la réouverture des routes de la soie, la diffusion des connaissances et l'essor de la poudre qui sonnera le glas de la terrible menace que furent les archers de la steppe depuis des millénaires, dont l'armée mongole fut la première à faire un usage dévastateur, ironie de l'histoire, avant que les Français ne la perfectionnent pour gagner la guerre de 100 ans. Consécutivement, l'Europe quitte le So Blue avec la Renaissance, tout à fait, je suis d'accord, car la diffusion des connaissances et les voyages, Marco Polo par exemple, infusent des idées de progrès, découvertes, exploration, opportunités commerciales, le protestantisme, l'essor du capitalisme. On voit dans tout cela comment s'articulent les évolutions d'un système à l'autre par des jeux d'influence de domineux, de balancier. Et je rajouterai sur la transition de bleu vers orange au niveau de l'Europe, qui est liée aussi à la naissance du protestantisme, le problème des épidémies. Parce que, et c'est un bon exemple pour expliquer comment peut se faire la sortie d'un métasystème vers le métasystème ultérieur, quand on te dit que en priant tu vas guérir, et que plus tu pries, plus t'es malade, parce qu'en fait, en te réunissant, tu facilites la circulation des virus. Alors, il y a des gens qui s'y tiennent toute leur vie, hein, et puis il y a des gens chez qui il va y avoir un petit moment de « Ok, mais en fait, j'ai déjà essayé ça, ça n'a pas marché. Peut-être qu'il y a un problème quelque part. » Dernier commentaire qui là nous permet du coup de revenir sur la question du stoïcisme. Alors je vais pas vous lire tout le commentaire parce que je veux vraiment me concentrer sur cet aspect-là. C'est le commentaire d'Augustin qui nous dit « Et dans des courants comme le stoïcisme, qui commence en Grèce et continue à Rome, il y a des règles de vie, des méthodes qui se rapprochent du développement personnel. D'ailleurs, des gens comme Tim Ferriss ou Olivier Roland aiment à citer Sénèque ou Marc Aurèle pour leurs conseils de vie dont le « accepte tout ce sur quoi tu n'as pas prise et agis sur tout ce sur quoi tu as prise ». Alors cette remarque sur le stoïcisme, je la mets en perspective parce que je vous ai pas lu tout le paragraphe, c'est Augustin qui nous dit que pour lui c'est du orange. Même s'il y avait beaucoup de bleu dans la Grèce antique, il dit c'est quelque chose qui va vers orange. Alors, premier élément de réponse, ou première remarque en tout cas, si je prends le livre de 96, dans la partie qui explique les époques d'apparition respectives des différents métasystèmes,
Christopher Cowan et Don Edward Beck nous disent que Orange est apparu il y a 1000 ans. Du coup, ça marche pas. On pourrait jouer à un jeu assez intéressant et aller voir un autre site qui entend parler de Spiral Dynamics, un site qui s'appelle Spiral Dynamics Integral.nl, puisque c'est un site hollandais, pardon. Eux nous disent au sujet d'Orange qu'en fait, les fondateurs, les précurseurs du métasystème Orange étaient Thalès, Pythagore, Socrate, Platon, Aristote et Ptolémée, et que donc on est sur quelque chose qui remonte à 2500 ans. Alors, ce n'est pas parce que les quasi-fondateurs de Spiral Dynamics, Cowan et Beck, qui succédaient à Claire W. Graves, je le rappelle, ce n'est pas parce que eux ont dit que c'était apparu il y a 1000 ans qu'on ne peut pas améliorer le modèle. Par définition, si on refuse d'aller au-delà du livre de 96, on est en train de faire du bleu dogmatique, en disant il y a un livre, une vérité, et on arrête de chercher à peaufiner le modèle, et c'est pas très pertinent. Je suis d'accord là-dessus. Il faudrait faire un travail d'enquête, il faudrait approfondir la question de l'Antiquité grecque. Je ne vais pas partir du principe qu'il n'y avait pas des bribes d'Orange à partir de la recherche bleue, de la vérité unique, s'appuyant sur une démarche expérimentale. Normalement, la démarche expérimentale commence avec Orange. Est-ce qu'on avait vraiment des précurseurs, peut-être, dans les grands penseurs antiques? C'est possible. J'en suis pas convaincu. Bleu n'est pas totalement hermétique au développement d'une technologie, ça dépend de la doctrine bleue, en fait. Bleu, c'est avant tout la répression de l'individu et la répression de l'innovation. Mais en fonction du corpus de texte, le bleu chrétien n'étant pas le bleu musulman, n'étant pas le bleu chinois, je rappelle que la République populaire de Chine est tout à fait adepte des nouvelles technologies quand il s'agit de surveiller la population pour réprimer la liberté individuelle. Donc, là encore, c'est toute la question de comment on peut utiliser depuis son propre métasystème des techniques ou des philosophies qui sont apparues dans d'autres métasystèmes. Donc je vais revenir sur la question de Tim Ferriss et Olivier Roland qui vantent les mérites de Sénèque et de Marc Aurèle. Alors je le précise pour être bien transparent que je n'ai pas encore lu Marc Aurèle dans le texte, j'ai prévu de le faire, incessamment sous peu, mais en gros, je ne connais du stoïcisme que ce que j'en ai lu sur Wikipédia, dans des résumés, dans des ensembles de citations, dans des petites analyses, donc j'ai fait un petit peu de recherche sur Marc Aurèle, mais c'est pas comme si je l'avais lu dans le texte. Moi, ce que je vois, c'est beaucoup de bleu chez Marc Aurèle, tout à fait compatible d'ailleurs avec violet, parce qu'il y a pas mal d'appels à la nature notamment. Ça ne veut pas dire que parce que c'est bleu, ça ne peut pas être utilisé par des gens qui ont un orange particulièrement développé comme Tim Ferriss ou Olivier Roland, et ça ne veut pas dire que, sous prétexte que c'est bleu, tout ce qu'il y a dedans n'est pas pertinent. Peut-être, Augustin, que tu as de mal à considérer Marc Aurèle comme bleu, parce que tu vois qu'il y a des choses qui sont intéressantes à prendre dans le stoïcisme, et donc tu te dis, si c'est intéressant, ça peut pas être complètement bleu. Je pose la question, hein, peut-être que c'est lié à ton image de bleu, et c'est l'occasion pour moi de rappeler que tous les métasystèmes ont des bons et des mauvais côtés, et que la question c'est de savoir s'ils sont adaptés à leur époque, à leur environnement en fait, et la question c'est de savoir, toi, quels éléments tu prends dans ces différents métasystèmes. Autre remarque, Olivier Roland, c'est un cas assez intéressant parce qu'il a par exemple fait une vidéo sur le polyamour, où il parlait du livre qui s'appelle The Ethical Slut, donc la salope éthique en français, qui est un livre, peut-être le tout premier livre, en tout cas dans les 10 ou 20 dernières années, à essayer de poser un cadre conceptuel autour du polyamour, dont on peut se demander d'ailleurs si du coup c'est pas un peu bleu, de vouloir poser un cadre à travers un livre, mais tous les livres ne sont pas bleus, hein. Écrire un livre, c'est un comportement. Donc, je vais insister un petit peu sur cette distinction entre le comportement et le système de motivation qui sous-tend le comportement. Donc, Olivier Roland a fait une vidéo sur le polyamour en expliquant que c'était très intéressant parce que quand tu es digital nomade, forcément, comme tu es 6 mois à Londres pour ton optimisation fiscale, 3 mois en Thaïlande et 3 mois au Burkina Faso parce que tu découvres le monde chaque année, bah c'est bien de pratiquer le polyamour parce que du coup, tu vas faire des rencontres sur différents endroits de la planète, ça n'a pas trop de sens d'être monogame, etc. Olivier Roland a fait également une vidéo sur la communication non violente de Marshall Rosenberg, qui est quelque chose de très vert, qui n'est pas que vert. J'y viendrai quand je parlerai du métasystème jaune.
Je pense que Marshall Rosenberg était au moins ouvert sur le métasystème jaune, même si la plupart des gens qui utilisent SNV le font depuis vert, ou depuis orange, ou depuis bleu. Ne jamais négliger la réminiscence de bleu chez les francophones, en particulier en France. Donc Olivier Roland a fait un jour une vidéo sur la communication non violente, et j'ai un de mes contacts qui l'a posté sur son mur Facebook, un de mes contacts qui est en formation dans la Fédération française de CNV ou dans l'Association nationale de CNV, peu importe, qui est très très bleue d'ailleurs cette association. Mais passons, il a posté la vidéo d'Olivier Roland et il avait mis quelque chose comme « Lorsque j'écoute Olivier Roland parler de la communication non violente, j'ai l'impression d'un mec me parler d'une destination sans avoir fait le voyage. » Ce qui ne m'étonne absolument pas, connaissant le fonctionnement d'Olivier Roland. Et donc si tu veux, quand Olivier Roland te parle de la CNV ou te parle du polyamour, qui sont, par rapport à l'époque où ils sont apparus et par rapport aux motivations qui les sous-tendaient, des approches qui sont vertes, qui sont depuis le métasystème vert, quand Olivier Roland t'en parle, il n'est pas dans vert pour autant. C'est juste un mec orange, un mec qui tourne en orange, il faut que je fasse attention à la dérive essentialiste, un mec qui tourne très clairement en orange, qui a dit « Ah, ça c'est intéressant, je peux le vendre à mon audience, en plus j'ai besoin de créer du contenu. En plus, il y a des livres qui ont été écrits, donc comme je vends des résumés de livres, je propose gratuitement des résumés de livres sur mon site, donc je vends en termes d'attention des résumés, ça fait du contenu à traiter, etc. Je parle de développement personnel, donc évidemment, je peux parler de ces trucs qui en vérité sont pensés depuis le métasystème vert, même si c'est pas toujours comme ça qu'elles sont utilisées. Je connais des gens, je vais pas trop digresser, mais vous savez, j'ai fréquenté le nid de Social Justice Warrior, polyamour.info, pendant 1 an à peu près, et il y a des gens qui étaient clairement en bleu, et qui essayaient d'aller vers vert. Le problème, ça pose la question de leur degré d'orange entre les deux. J'y reviendrai sans doute dans la FAQ. Mais c'est pas parce que Olivier Roland te vend un truc, que le truc est forcément orange. Ce n'est pas parce que tu trouves qu'il y a un truc fonctionnel dans le stoïcisme, et je trouve qu'il y a plein de sagesse dans le stoïcisme aussi, du peu que j'en connais, c'est pas pour ça que ce n'est pas bleu. Donc, c'est important de se rappeler de cela, parce que il y a cet élément très important à prendre en compte. Aujourd'hui, dans notre planète ultra connectée, à part chez les aborigènes et les Maasai qui n'ont pas de smartphone, mais si tu veux, en Occident, on a quand même plus de liberté que en République populaire de Chine, donc je vois pas ce qu'elle a de populaire, soit étant passant, ou dans d'autres régimes, comme l'Irak de feu Saddam Hussein par exemple. Comme on a beaucoup de liberté, les métasystèmes coexistent, avec plus ou moins de problèmes et plus ou moins de compatibilité. C'est toute la question des droits de l'homiste verts face à des populations migrantes qui plafonnent en bleu, voire qui tournent en rouge dans certains cas. Il y a plein de... On pourrait faire une vidéo entière consacrée à la politique française, à la cohabitation des uns des autres, aux gens qui parlent de Micto depuis bleu et aux gens qui parlent de Micto depuis orange ou depuis autre chose. Mais en gros, tu vis dans un monde où une personne qui n'a même pas développé son orange peut être exposée à des idées qui, à la base, ont émergé depuis le métasystème vert. Comme par exemple l'humanisme assumé et présumé de la communication non violente ou du polyamour. Ou l'humanisme aussi de, par exemple, l'école de psychologie de Palo Alto. Tu peux avoir quelqu'un qui sort du bac, qui est très très bleu, et qui va se retrouver dans une fac d'anthropologie, inévitablement exposé à un potentiel vert, parce que quand tu étudies l'anthropologie, je sais, je suis passé par là, quand tu étudies l'anthropologie, ton premier réflexe, c'est de te dire « Ah mais en fait, toutes les cultures sont relatives, parce que il y a tellement de manières de vivre différentes, je vois pas pourquoi la norme culturelle qui est la mienne serait plus vraie que les normes culturelles des Maasai, des Inuits, des Amérindiens ou des natifs d'Amazonie, des aborigènes, de je ne sais quelle ethnie russe ou chinoise qui vit autour du lac Baïkal. Je
pense par exemple à cette ethnie dont je n'arrive pas à me rappeler le nom alors que j'ai participé à un festival folklorique avec eux à la Maison de la Russie, c'était complètement dingue. Le nom me reviendra, je le mettrai quelque part. Bref, tu peux être exposé à des idées comme par exemple le coaching séduction très orange depuis ton métasystème bleu. Et je conclurai là-dessus, ça donne des phénomènes plus ou moins amusants, comme par exemple un des pionniers du coaching séduction, qui a été largement plagié par les Français dans les années 2000. Ce pionnier, qui est un Américain dont le surnom était Doc Love, qui est un vieux monsieur, aujourd'hui il doit avoir 70 ans, je sais même pas s'il est encore en vie d'ailleurs, mais ce Doc Love, il avait un PDF qui s'appelait Le Système, déjà à l'époque, The System. Je dis à l'époque parce que depuis il y a Todd Valentine, qui est un ancien membre de Real Social Dynamics, qui a sorti un truc qui s'appelle Le Système. Les gens adorent dire qu'ils ont inventé un système, c'est récurrent dans le marketing. Doc Love avait un PDF qui s'appelait The System, et en fait, quand tu regardes ce PDF qui est sous forme d'abécédaire, c'est un abécédaire du dating et de la séduction, le thème récurrent, c'est comment allez-vous trouver ce qu'on appelle en anglais Mrs. Right, c'est-à-dire la femme de votre vie qui va devenir votre très honnête épouse et la mère de vos enfants. C'est ça Mrs. Right. Trouvez la bonne. Le grand amour, la meuf honnête, la meuf qui a des valeurs, etc. Dans une vidéo de la chaîne Comment oublier son ex, je vous ai parlé de la différence entre le niveau d'intérêt et les valeurs intrinsèques d'une personne. Ça, c'est un truc que j'ai appris en lisant Doc Love. Et en fait, Doc Love, quand il te dit « je vends Mrs. Right », il te vend quoi? Il te vend du bleu. Il te vend la bonne personne pour le restant de tes jours. La femme que tu vas épouser dans une société états-unienne où, je le rappelle, les hommes se font allumer par les tribunaux lors des divorces en matière de pension alimentaire. Il vend du bleu, mais il vend des techniques orange pour un projet bleu. Et lui, il fait du marketing orange en vendant ces techniques qui sont elles-mêmes oranges, qui sont une approche prétendument rationnelle de la séduction, des rapports hommes-femmes, etc., à des gens qui cherchent la femme de leur vie, c'est-à-dire des gens qui sont en bleu. Donc pour conclure sur cette histoire de stoïcisme, je vais vous lire une petite citation d'un intellectuel britannique qui s'appelle Ian King, qui a écrit un article intitulé « Comment Marc Aurèle a presque sauvé Rome » et il dit « Marc Aurèle était indubitablement un grand homme, un intellectuel qui a dirigé Rome avec une maîtrise à travers des difficultés sévères. La tragédie est que sa philosophie, qui est tout à propos du contrôle de soi, du devoir et du respect des autres, a été abandonnée de manière abjecte par la lignée impériale qui l'a sanctifié à sa mort. Self-restraint, duty and respect to others. Donc, la répression de soi, le devoir et le respect des autres. C'est bleu. C'est indéniablement bleu. J'espère que cette vidéo était intéressante, j'espère qu'elle a été un bon complément à la conférence, j'espère avoir clarifié mes erreurs historiques ou mes approximations historiques. Peut-être que j'en ai fait d'autres en faisant cet erratum. Alors ça va devenir une mise en abîme, on fera des erratums d'erratum peut-être. Prenez soin de vous, prenez soin du monde, ça peut servir.